partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le docteur Manzombi, qui était en visioconférence depuis l'Australie pour parler de la lutte contre la drépanocytose, appelée aussi anémique SS. Il y avait plusieurs médecins de France, Belgique, de l'Australie, des patients, des membres de la communauté qui ont sensibilisé. Merci parce que vous avez été très nombreux depuis l'Australie, Suisse, France, Marseille, Belgique, Bruxelles. Vous avez été depuis Mali, Bamako à nous suivre. Vous avez participé à cet échange via le numérique. Ce soir, nous avons un nouveau numéro de votre magazine Genre et Volontariat. Nous allons parler des relations entre la République démocratique du Congo et le Canada. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada, son Excellence Nicolas Simard, que je m'en vais saluer. Excellence, nous vous saluons. Merci beaucoup, Mbote Nayo. Mbote. Sango Boni. Malamu, Excellence. Nazali Malamu. Yopoza Malamu. Ça, c'est très bien. Nasepeli comme Nayo. Ngape Nasepeli Makasi. Excellence à mon Ambokabo, qui a Zolo Balingala Malamu. Pour parler le Lingala ainsi, ça veut dire qu'il a passé un moment avec nous, plus précisément, jour pour jour, 3 ans, avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Nicolas Simard. Déjà, vous arrivez à terme de votre mandat. Notre première question, lorsque vous avez su que vous deviez venir en République démocratique du Congo en tant qu'ambassadeur représentant du Canada, chef de la délégation de l'ambassade du Canada, quelles ont été vos impressions et quelles sont vos premières impressions lorsque vous avez foulé le territoire ou le sol congolais et ainsi que sa population? Merci beaucoup pour la question et bonsoir à tous les téléspectatrices et tous les spectateurs partout dans l'espace francophone, y compris au Canada. Et en fait, quand je suis arrivé au Congo, on était en période préélectorale. On était en septembre 2017. Je suis arrivé le 7 septembre 2017. Et à l'époque, on était en pleine crise avec les reports des élections qui avaient été faits à deux reprises. Donc, les élections devaient avoir lieu en 2016. Elles ont été reportées en 2017 et se sont finalement tenues en décembre 2018. Et donc, à ce moment-là, la situation à Kinshasa était très tendue. Il y avait beaucoup de manifestations, il y avait beaucoup de répression. Des gens qui manifestaient pacifiquement étaient tués pour demander que les élections aient lieu. Donc, c'était une période assez dure, assez tendue. Et je savais que j'allais arriver dans ce genre de contexte, mais vraiment, il y a une grosse différence entre mon début de mandat et ma fin de mandat dans l'ambiance générale à Kinshasa. Et tout de suite, quand je suis arrivé avec les collègues de l'ambassade canadienne, avec les autres ambassades aussi des pays d'optique commune, on a beaucoup insisté sur la question du respect des droits humains, la défense des droits de la personne, le droit de manifester, le droit de s'exprimer librement. Et donc, on a été très, très actifs sur cette question. Donc, tout de suite, on est entré en matière. Et pour moi, c'était une première impression qui était une impression de crise. Mais c'était pas facile de venir dans cette période de crise pour vos débuts. Hein? Non, pas du tout, pas du tout. Surtout que je venais de la francophonie. J'étais dans un poste à l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'était mon premier poste aussi d'ambassadeur. Mais bon, on a tout de suite pris nos marques. Et puis, je pense qu'on a beaucoup travaillé pour appuyer la transition pacifique du pouvoir, la première passation pacifique du pouvoir qui aura eu lieu ensuite en janvier 2019, après les élections de décembre 2018. Donc, et après, on a senti quand même une autre ambiance, une évolution très intéressante. Comme vous l'avez dit, vous êtes arrivé ici le 7 septembre 2017, en période un peu trouble par rapport aux élections reportées. Et quelle a été l'assise de votre mandat? Sur quoi se basait votre mandat pendant ces 3 ans? Oui, 3 ans, ça passe vite. Hein. Moi, j'ai peine à croire que déjà, c'est la fin de mandat. C'est l'impression des fois que ça a duré 2 semaines, des fois que ça a duré 10 ans, parce qu'il s'est passé tellement de choses aussi, qu'il y a une densité d'événements, une densité d'activités. Alors, mon mandat,
comme ambassadeur du Canada, comme je disais, j'ai été très actif sur les questions de protection, de défense, de promotion des droits humains, y compris les droits des femmes. J'ai été président du groupe des ambassadeurs sur l'égalité des genres et coprésident du groupe 1+1 avec Awa Ndiaye Seck des Nations Unies, d'ONU Femmes, pour la promotion de l'égalité des genres. Donc pour nous, ça a été, d'ailleurs c'est le thème de votre émission, genre et volontariat. Oui, oui. On a été vraiment très très actifs dans ce domaine. Comme ambassadeur, j'ai été un peu sur tous les fronts pour promouvoir à la fois les droits des femmes, mais aussi leur place dans la société, leur activité sur le plan économique, le leadership politique. Et donc, pour moi, ça a été un axe extrêmement important de mon mandat. Donc, tout ce qui est lié aux droits humains, droits des femmes, égalité des genres. Ensuite, sur le plan politique, la démocratisation, la gouvernance démocratique, la transition pacifique du pouvoir, l'accompagnement du changement que les Congolaises et Congolaises souhaitent. Ils ont voté pour le changement. Le président Tshisekedi s'est engagé pour livrer le changement et le Canada, comme d'autres pays, on appuie cette volonté de changement. Maintenant qu'il y a un président qui souhaite avancer au niveau du pouvoir actuel. Donc ça, c'était un autre volet important. Il y a aussi la protection des enfants. À Kinshasa, c'est une des premières impressions aussi que j'ai eues, mais j'avais déjà vécu ça dans d'autres pays comme au Bangladesh, par exemple. Il y a beaucoup d'enfants, malheureusement, dans la rue. On parle de 40 000 enfants à Kinshasa qui sont dans la rue. Et je trouve ça terrible comme parent. Et on a des programmes de la coopération canadienne pour venir en aide et appuyer ces enfants pour qu'ils puissent s'en sortir et éventuellement émerger, retourner à l'école et reprendre le chemin un peu plus normal pour des enfants. En plus, sur l'aide humanitaire, on a été très présent. Au moment de la première année de mandat, on a doublé l'aide humanitaire canadienne au Congo. On est passé à presque 40 millions de dollars par année d'aide humanitaire. J'étais à la conférence de Genève pour l'annoncer au nom du Canada, au moment de la grande conférence humanitaire de Genève. Donc voilà, il y a plusieurs types d'actions, mais aussi il y a des actions au niveau du commerce. C'est très, très diversifié. Je suis très heureux récemment qu'on ait pu amener des investisseurs canadiens dans le domaine de l'énergie solaire, l'énergie renouvelable. Je pense qu'il y a un potentiel énergétique incroyable au Congo, pas seulement au niveau des fleuves et rivières, au niveau hydraulique, mais aussi au niveau solaire. Donc, tout récemment, il y a une compagnie canadienne qui s'appelle Sky Power, qui a signé une entente avec la SNEL, la Société nationale d'électricité, pour la production de 1000 mégawatts d'énergie solaire en périphérie de Kinshasa. Et ça peut répondre au tiers des besoins de Kinshasa. Donc, vous voyez, sur le plan politique, sur le plan de l'aide humanitaire, sur le plan du développement, sur le plan du commerce, c'est un mandat qui a permis d'avancer sur tous ces fronts. Et je quitte au bout de 3 ans avec le sentiment d'avoir, avec toute mon équipe, avec l'équipe de l'ambassade du Canada, très dynamique, et l'équipe au siège aussi à Ottawa, avec nos partenaires congolais ici sur le terrain, d'avoir fait bouger les lignes sur ces questions. Voilà, très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours de partout où vous nous suivez, et ceux qui nous suivent même sur la radio Kin 24 Télévision, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, arrivé en République démocratique du Congo le 7 septembre 2017. Il a plus de 3 ans ici et déjà c'est la fin de son mandat. Et déjà, il est en train de faire les bilans ensemble avec les téléspectateurs pour que nous puissions comprendre sur quoi était basé son mandat et comment les deux pays renforcent leur coopération pour le bien-être des deux populations. Et là, nous allons passer par rapport secteur à secteur, domaine par domaine. Le Canada s'est beaucoup impliqué dans le maintien de la paix en République démocratique du Congo, notamment par ses contingents canadiens présents à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi plusieurs projets que vous avez implémentés en tant que chef de délégation par rapport à la paix ici en République démocratique du Congo. Et sans oublier l'accompagnement de la société civile. Excellence, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette année, on a un programme qui s'appelle le Fonds canadien d'initiative locale, qui est géré à l'ambassade du Canada par la section politique. Et c'est un programme qui permet vraiment de donner des financements ponctuels
pour des projets innovants de la société civile. Et cette année, en 2019-2020, enfin en 2020, on a consacré tous nos projets, tous nos financements à des projets dans le domaine de la consolidation de la paix. Donc, lors d'un récent voyage, quand j'étais à Bukavu, au sud Kivu, j'ai annoncé des nouvelles contributions pour des projets d'appui à la société civile dans des initiatives qui permettent le rapprochement des communautés. Parce que souvent, les conflits, on sait au Congo, les conflits sont souvent manipulés par des leaders politiques, par des chefs de guerre, et les communautés finalement créent des tensions, mais qui sur la base de cette manipulation. Et donc, il faut faire tout un travail à rebours pour rapprocher les communautés, pour voir qu'est-ce qu'elles ont en commun, pour éviter une aggravation des conflits et des tensions intercommunautaires. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait avec la société civile. Et on a aussi un autre projet qui s'appelle Voix et leadership des femmes, qui est également consacré à la société civile, qui met de l'avant le leadership féminin pour donner davantage de place aux femmes dans toutes sortes de contextes, notamment dans la résolution des conflits. Et j'ai été très impressionné récemment quand j'ai vu un film qui a été fait sur les femmes qui se sont mobilisées pour l'accord de Sun City en 2002. Un film qui s'intitule la marche extraordinaire des femmes vers Sun City. C'est un film qui montre à quel point, quand les femmes s'impliquent dans le maintien de la paix, quand les femmes s'impliquent dans les négociations de paix, ça réussit. Et je pense que c'est ce qu'on doit retenir quand on appuie des initiatives pour l'égalité des genres. Ce n'est pas, bien sûr, c'est une bonne chose d'avoir l'égalité, mais au-delà de l'égalité, c'est pour la stabilité du pays, c'est pour la consolidation de la paix, c'est pour le développement économique. Et c'est à travers ça qu'on intervient. Mais pour revenir à votre question sur la sécurité et la consolidation de la paix, il y a tout un travail au niveau diplomatique aussi que j'ai mené durant ces 3 années. Et quand j'ai l'occasion de rencontrer des leaders politiques ou des responsables au niveau des gouvernements provinciaux, des gouverneurs, comme je l'ai fait dans les 2 Kivu récemment, notamment le gouverneur du Nord Kivu, évidemment, je fais un plaidoyer pour que les chefs de guerre soient arrêtés, soient condamnés, soient jugés et soient gardés en prison. Parce que si on laisse un climat d'impunité et que ces chefs de guerre finalement continuent d'opérer dans une économie de guerre, une économie de conflit, il y aura toujours des violences, il y aura toujours des conflits et c'est ce qu'on veut arrêter. Et donc je pense que maintenant il y a une dynamique qui s'est créée avec aussi l'engagement bien sûr du docteur Mukwege que j'ai rencontré récemment à Bukavu, à l'hôpital Panzi, avec la mobilisation de la communauté internationale, avec la prise de conscience de très nombreux leaders congolaises et congolais, qu'il faut absolument changer. Il y a une fenêtre d'opportunité pour changer les choses, qu'il ne faut pas perdre, pour qu'on lutte contre l'impunité et que finalement on aille vers plus de justice, qui est une condition essentielle pour la paix et la stabilité de la RDC. Très bien dit, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Si vous nous prenez de cours sur Kin 24 Télévision ou Kin 24 FM, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous sommes en train de dresser le bilan de Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Nicolas Simard, qui arrive à terme de 2017 à 2020, à peu près 3 ans, plus de 3 ans. Il est arrivé en République du Congo en tant qu'ambassadeur le 7 septembre 2017. Et aujourd'hui, nous avons 3 ans et je pense 1 à 2 mois déjà. Excellence, là maintenant, nous allons parler de l'accompagnement que vous avez porté à la jeunesse. L'ambassade du Canada, le Canada a vraiment appuyé la jeunesse. Nous avons remarqué au front sur plusieurs projets, notamment soutien à l'éducation de jeunes. Nous avons vu même l'ambassade accompagner les jeunes entrepreneurs, notamment avec Titia, que nous avons vu. Vous êtes allé visiter la plantation de café ici à Kinshasa, à Mongafula. Nous avons vu les photos et vous avez même dégusté. Absolument. Et oui. Et tant d'autres projets par rapport à la jeunesse. Comment s'est placé votre mandat pour accompagner la jeunesse congolaise? Tout d'abord, le Congo est un pays jeune. C'est un pays avec une moyenne d'âge, je pense que je l'ai déjà dit dans votre émission, une moyenne d'âge de 15-16 ans. Donc, quand on accompagne le Congo, on accompagne nécessairement la jeunesse congolaise. Mais plus spécifiquement, les projets d'appui avec, par et pour les jeunes. On a eu plusieurs initiatives, notamment au niveau de l'entrepreneuriat,
À travers la section commerciale de l'ambassade, on a beaucoup travaillé avec les jeunes Congolaises et jeunes Congolais pour développer leurs projets d'entreprise, pour développer des stratégies aussi de financement et de mise en relation avec des entreprises canadiennes, parce que ce n'est pas tout que de développer un projet, mais il faut aussi développer des filières d'exportation, des filières pour qu'il y ait une croissance de ces entreprises. Et donc ça a été dès mon début de mandat parmi les premières activités que j'ai menées. Et puis comme vous l'avez dit, le Congo est rempli de jeunes entrepreneurs et entrepreneurs très dynamiques, dont Ticia Mukuna qui m'a invité à visiter sa plantation de café. Et j'étais très impressionné de voir que le café Arabica et Robusta poussaient à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, dans Mongafula. Oui, oui. Et donc, j'ai visité cette plantation, j'ai même effectivement dégusté quelques cerises de café et j'étais vraiment impressionné par le dynamisme de cette jeune entrepreneur qui a déjà commencé à commercialiser son café au niveau de Kinshasa. Elle produit actuellement 1 tonne de café par mois. Et elle vise 10 tonnes à l'horizon de 3 ans. Donc, on vous a vu aussi rencontrer des jeunes entrepreneurs, échanger avec eux autour d'un dîner ou oui, tout à fait. d'un déjeuner. Hein. Absolument. L'échange est important pour comprendre ce qu'ils veulent, pour savoir comment le Canada peut mieux les accompagner. Tout à fait. Moi, je voulais avoir leur vision du Congo. Parce qu'au-delà de l'entreprise, ce sont des jeunes. Comment est-ce qu'ils voient l'avenir du Congo? Comment est-ce qu'ils voient la place du Congo en Afrique, la place du Congo dans le monde et avec le Canada? Et laissez-moi vous dire que ce sont des jeunes très, très motivés, extrêmement brillants, très dynamiques. C'était une des meilleures discussions que j'ai eues dans mon mandat, d'avoir cette discussion avec ces 10 jeunes entrepreneurs. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai trouvé qu'ils sont très engagés, qu'ils ont des idées très claires sur ce qui les bloque. On a parlé beaucoup de la lutte contre la corruption, parce que pour des petites entreprises, avoir des services de l'État qui viennent leur imposer toutes sortes de fiscalité un peu créative, ça peut bloquer l'élan en fait de développement économique. Donc pour l'amélioration du climat des affaires, la lutte contre la corruption est extrêmement importante et c'est pour ça que le Canada, avec d'autres ambassades, nous sommes beaucoup engagés sur cette question. Mais pour revenir sur la jeunesse, je voudrais aussi mentionner un très beau projet qu'on a eu avec le groupe des ambassadeurs francophones, que j'ai présidé pendant 1 an et demi à peu près, de février 2019 à septembre dernier, autour de la mobilisation du talent créatif des jeunes pour la lutte contre la COVID-19. Et là, on a eu vraiment un engagement formidable. Plus de 211 groupes de jeunes ont fait des productions vidéo qui ont été diffusées et les 20 meilleurs ont gagné des prix qui ont ensuite été reproduits dans les réseaux sociaux, dans les médias électroniques. Et en fait, plus de 800 000 personnes ont été rejointes en ligne grâce à cette campagne sur la lutte contre la COVID-19, mais à travers la musique, à travers la créativité, à travers la culture. Et ça a été une expérience formidable qui montre à quel point les jeunes sont en demande d'engagement au service de la communauté et pour le développement de leurs projets de carrière, leurs projets artistiques dans ces cas-là. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous son Excellence Nicolas Sima. Depuis 2017, il est ambassadeur ici en République démocratique du Congo. Il est à fin mandat. Ça fait à peu près 3 ans et 2 mois qu'il est arrivé à son terme. Déjà, le nom de votre successeur qui est connu déjà. Oui. Nous le souhaitons déjà la bienvenue parmi nous. Monsieur Benoît-Pierre Laramé. Oui. Et là, nous passons à la promotion des droits de la femme. Le Canada s'est impliqué. Et même quand vous avez failli attraper la COVID-19, c'est suite à votre présence, vous êtes allé dans une manifestation. La dernière fois, vous nous avez dit, dans le cadre du mois de la femme. Donc, vous avez été partout où on parlait de la femme. Pourquoi cette implication? Pourquoi l'ambassade du Canada a fait de la promotion du droit de la femme, de la promotion de la vision de la femme, son cheval de bataille? Oui, alors le Canada a une politique étrangère féministe depuis 2017, une politique d'aide au développement international féministe,
On a aussi un Premier ministre qui est féministe et un ambassadeur qui est féministe. Oui, oui. Donc déjà, ça explique beaucoup de choses. Oui. Mais simplement sur une note un peu plus personnelle, c'est vrai que comme beaucoup d'hommes de ma génération, on a été élevés au Canada par des mères qui croyaient beaucoup dans l'égalité des genres. Donc ça fait longtemps en fait qu'on est baigné dans cette prise de conscience de la place des femmes dans la société et de l'importance pour la société dans son ensemble de l'engagement des femmes pour des raisons économiques, sociales et de paix et de sécurité. Donc pour le Canada, ici, ça allait de soi parce qu'au Congo, on voit que les femmes sont très engagées dans plein de domaines. Elles sont présentes dans l'activité économique. Ce sont elles qui se lèvent à 4 heures du matin pour commencer la journée, pour faire tourner l'économie du pays, pour faire tourner les familles. On espère que les papas aussi s'engagent davantage, mais ça, progressivement, je pense qu'avec la masculinité positive, c'est en train de venir. Et comme je le disais tout à l'heure, on voit dans les situations de conflit un peu partout, enfin surtout dans l'est du pays, qu'elles jouent un rôle extrêmement important pour la consolidation de la paix. Bien sûr, elles sont les premières, comme les enfants, elles sont les premières victimes et survivantes des violences qui sont commises dans le cadre des conflits armés. Mais en même temps, ce sont des survivantes, ce sont des battantes. Et on est là pour les appuyer avec des organisations comme l'hôpital de la Fondation Panzi du Dr Mukwege, pour lequel on a engagé 2 millions de dollars, qui a été annoncé par le Premier ministre Trudeau. Le professeur lui-même est à Kinshasa pour les concertations. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai rencontré. Non, pas actuellement. On essaie d'être un petit peu en retrait. Oui. C'est des consultations qui concernent les Congolaises et les Congolais. Donc, je pense que comme ambassadeur, on prend un peu de recul. On laisse le temps de voir comment ces consultations vont évoluer avant de soutenir ce processus pour la suite. Donc le docteur, mais aussi au-delà de la Fondation Panzi, on est très engagé depuis 2006 déjà dans un projet qui actuellement s'appelle Justice, Autonomisation et Dignité des femmes et des filles, qui permet, un peu comme pour la Fondation Panzi, qui regroupe des services d'appui aux femmes survivantes de violences sexuelles. Donc que ce soit les services de santé, les services psychologiques, l'aide économique pour des projets de réinsertion économique à travers l'entrepreneuriat, l'accompagnement en justice pour que ceux qui ont commis des viols ou des atrocités soient poursuivis en justice pour mettre fin à l'impunité. Et puis également tout un travail d'accompagnement sur la communication, parce qu'on ne pourra pas changer cette dynamique des violences contre les femmes et les filles si on ne travaille pas sur la prévention. Et pour la prévention, il faut donc aller faire beaucoup plus d'efforts au niveau de la communication. Monsieur l'ambassadeur, nous arrivons à ce point concernant la lutte contre la corruption et l'impunité. Ce n'était pas facile. Comment vous avez trouvé les mots justes pour échanger avec la population congolaise, les leaders au sein de la société civile, les leaders politiques, pour leur faire comprendre d'intégrer la dimension lutte contre la corruption et lutte contre l'impunité? Parce qu'il faut toujours avoir un langage diplomatique pour être entendu, pour ne pas dire que vous êtes en train de donner des leçons. Oui, tout à fait. Bon, la corruption, elle existe malheureusement un peu partout dans le monde. Donc, on peut, même au Canada, il y a déjà eu des cas de corruption. Donc, on n'est pas là pour faire de leçons en disant nous, on sait comment, et puis on va vous dire comment faire. Plutôt, on peut partager des expériences, voir comment, chez nous, on s'y est pris pour lutter contre la corruption. Mais c'est plutôt dans une logique d'accompagnement. Par exemple, quand nous étions avec mes collègues et amis ambassadeurs américains et britanniques en visite dans la province de l'Équateur au mois de septembre dernier, on s'est rendu compte lors de cette visite qu'il y avait des cas d'abus de fonds publics. On avait recruté plus de 4000 employés dans le secteur de la santé pour lutter contre une épidémie pour laquelle il y avait à l'époque seulement 100 cas, qui est en train de, heureusement, de disparaître actuellement, qui est vraiment bien contenu avec tout le travail qui est mené par le professeur Mouyembe de l'INRB et évidemment les équipes du ministère de la Santé. Mais donc, on a tout de suite senti que cette riposte contre l'Ebola, l'épidémie d'Ebola, la 11e, pouvait partir sur une mauvaise tangente si on ne disait rien par rapport à la lutte contre la corruption. Si on laissait faire, finalement, si on avait observé
on nous avait transmis certaines informations et qu'on resterait en retrait sans rien dire. Donc on s'est engagé, on a pris la parole, on a parlé aux autorités, on a parlé au gouverneur là-bas, on a parlé aux autorités du ministère de la Santé, on a débriefé le président Tshisekedi quand on est rentré à Kinshasa sur cette situation. Et on a vu finalement que toute cette situation a évolué positivement. Il y a eu une prise de conscience de ces abus de fonds publics. Tout de suite, le ministre de la Santé a réagi en disant qu'il était saisi de cette question et qu'il allait remédier à la situation. Et donc, ça s'est amélioré singulièrement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas le discours sur la lutte contre la corruption, ce n'est pas un discours qui ne concerne que la lutte contre la corruption. C'est la lutte contre la corruption pour de meilleurs services à la population. Des services dans la santé, des services dans l'éducation, des services pour les infrastructures. La population ne pourra pas avoir ces services sans qu'il y ait une véritable lutte efficace contre la corruption. Évidemment, certains politiciens peuvent se sentir visés parce qu'il y en a certains qui ont été, qui ont été engagés dans des activités de corruption. Donc, ils se sentent un peu sur la défensive. C'est normal. Mais ils doivent comprendre que le Congo évolue, qu'il y a une volonté de changement et que dorénavant, la population ne tolère plus qu'on continue à faire comme autrefois et qu'on continue à s'enrichir par des voies illicites. Donc ça, c'est pour la corruption. Sur l'impunité, bon, ça rejoint un peu, mais sur la lutte contre l'impunité, je dirais que c'est une condition, comme je disais tout à l'heure, essentielle pour la paix et la stabilité. Alors, on a souvent sacrifié la justice au nom de la paix, mais on ne peut pas avoir de paix sans justice. Et c'est très important que les acteurs qui sont toujours à l'œuvre dans les zones de conflit comprennent qu'il y a un changement de paradigme et que maintenant, il doit y avoir des conséquences quand des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité sont commis. On ne peut pas rester impuni, on ne peut pas être intégré dans les FARDC, comme ça a été le cas dans le passé. Et ça, les autorités actuelles le comprennent parfaitement. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours sur KIN 24 FM et KIN 24 Télévision, nous recevons pour vous son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. Nous sommes vraiment à la veille de son départ. Il est fin mandat, il est arrivé en République démocratique du Congo le 7 septembre 2017. Aujourd'hui, jour pour jour, à peu près 3 ans et 2 mois. Monsieur l'ambassadeur, nous arrivons aux investissements et les investissements canadiens en RDC, ainsi que l'aide au développement. Comment ces éléments ont progressé ou évolué sous votre mandat? Alors, au niveau des investissements, le climat des affaires, c'est quand même, je dirais, entre 2016, 2017 et jusqu'en 2019, c'était quand même relativement détérioré parce qu'on était dans une période, comme je disais tout à l'heure, où il y avait beaucoup d'instabilité politique, il y avait des violences, il y avait de la répression par les forces de sécurité. Les investisseurs n'aiment pas l'instabilité, forcément, parce qu'on ne va pas consacrer des sommes importantes alors qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc, en général, les investisseurs restent prudents durant ces périodes. Et on a vu aussi, malheureusement, dans le secteur minier, où le Canada a déjà été beaucoup plus actif, une baisse de l'investissement minier canadien, compte tenu des questions de corruption dont on parlait tout à l'heure, compte tenu de l'environnement des affaires qui n'étaient pas favorables. Donc, je dirais de 2016, un peu avant que j'arrive, jusqu'à 2019, on a vu une chute de l'investissement dans le secteur minier qui est passé de 4 milliards de dollars par année à peu près 1,4 milliard sur le chiffre le plus récent, qui est pour 2018, juste avant les élections. Et au niveau de l'investissement direct en général, on tourne autour actuellement de 200 millions de dollars canadiens par année. Mais ce que je veux dire, mon message, c'est qu'on sent qu'il y a un intérêt nouveau pour le Congo. Juste avant la crise de la COVID-19, je suis allé à Toronto, à la conférence minière PIDAC, qui est la plus grande conférence minière au monde, qui regroupe 25 000 participants à chaque année. Je suis allé d'ailleurs avec une délégation congolaise, avec des officiels de la présidence et du ministère des Mines. Et nous avons rencontré des investisseurs canadiens
Pas uniquement dans le secteur minier, parce qu'il faut comprendre que dans ces conférences, il y a aussi des acteurs qui travaillent sur la production énergétique, sur les technologies propres, sur plusieurs types d'investissements qui sont autour de l'investissement minier. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai pu parler à de très nombreux chefs d'entreprises canadiennes qui découvraient le Congo et qui prenaient conscience du changement politique qui était en cours et de la volonté politique du président Tshisekedi de réformer l'environnement des affaires, de faire des réformes courageuses pour assainir la gestion de l'État et de faire en sorte que finalement l'économie du Congo puisse redécoller tel que nous le souhaitons tous, parce que c'est dans l'intérêt des Congolais, ça crée des emplois, ça crée de la richesse au Congo, et c'est dans l'intérêt des Canadiens. Si les compagnies canadiennes investissent, ça crée aussi des emplois et des revenus pour les Canadiens. Donc c'est win-win, comme on dit en bon français. Mais je dirais que c'est encore assez prudent pour l'instant. Il y a une reprise, et je vous donnais tout à l'heure l'exemple de Sky Power, qui est une entreprise dans le secteur de l'énergie solaire qui a décidé d'investir. C'est une grosse décision, c'est quand même une centrale de 1000 mégawatts. C'est le tiers des besoins énergétiques de Kinshasa qui peuvent être couverts grâce à cet investissement. Donc c'est un premier acteur, il y en aura peut-être d'autres, je le souhaite. Mais pour que ça fonctionne, il faut vraiment que tout le travail entamé sur l'amélioration du climat des affaires, que les mesures discutées au niveau du Conseil de ministres sur l'amélioration du climat des affaires puissent vraiment évoluer et puissent se réaliser concrètement avec des résultats tangibles. Et si ça se fait, s'il y a cette transformation, cette évolution, vous allez voir que les investisseurs du Canada et d'ailleurs dans le monde d'ailleurs vont suivre pour la suite. Monsieur l'ambassadeur, nous arrivons déjà au terme de nos échanges dans quelques minutes. Parlons santé. Vous êtes impliqué, fin de la pléomyélite, vous êtes parmi, le Canada a vraiment aidé la République du Congo. Ebola, 11e épidémie, toujours le Canada, parmi ceux qui ont contribué, et aujourd'hui la COVID-19. Un mot par rapport à cela. Ah oui, tout à fait. La santé, c'est un des secteurs de coopération traditionnels du Canada. On est un des grands bailleurs dans le domaine de la santé en RDC, avec une programmation actuelle qui avoisine les 45 millions de dollars canadiens. D'ailleurs, lors de la visite, la première visite à l'étranger de la ministre du Développement international, l'honorable Karina Gould, lors de sa visite en RDC, elle avait annoncé à ce moment-là une contribution canadienne de 56 millions de dollars pour la lutte contre Ebola. Parce qu'on était à ce moment-là, rappelez-vous, encore dans la 10e épidémie d'Ebola, qui était la pire épidémie qu'ait connue la RDC en termes de nombre, parce qu'elle était une amplitude beaucoup plus grande que celle qu'on a connue avant et la 11e qui est en train de maintenant se terminer, on l'espère. Et donc, il y avait aussi cette situation singulière que cette épidémie se déroulait dans une zone de conflit et qu'il y avait un peu un Ebola business dont on a parlé par la suite lors de notre visite en Équateur. Donc, le Canada a toujours beaucoup investi dans le domaine de la santé, est très engagé dans le domaine de la santé, apporte des expertises aussi par rapport à la formation du personnel médical. Et pour nous, c'est un secteur extrêmement important parce qu'on ne peut pas penser au développement sans qu'une population soit en santé et ait accès à des soins de santé abordables. Donc pour le Canada, que ce soit sur les épidémies, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'Ebola, mais également sur la COVID-19, nous avons été très actifs. Récemment, au mois de septembre, avant de partir en Équateur, j'ai annoncé une contribution supplémentaire du Canada de 5,3 millions de dollars pour la lutte contre la COVID-19, avec des organisations partenaires comme UNICEF, War Child pour l'éducation, et aussi avec le Centre de coopération internationale pour le développement, le CCISD, qui est une organisation canadienne. Mais ce qui est intéressant avec War Child aussi, c'est que ça touche à l'éducation des enfants dans les périodes de pandémie. Parce que malheureusement, cette pandémie, elle a un impact pas seulement sur la situation de santé, mais elle a aussi un impact sur l'éducation des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Donc l'éducation à distance devient extrêmement importante. Elle a un impact important aussi sur la situation socio-économique du pays et la situation humanitaire qui s'est beaucoup dégradée. Excellence, Monsieur l'ambassadeur,
nous arrivons dans le volet politique. Il y a eu plusieurs entretiens, dialogues entre hommes politiques, acteurs politiques, pour sortir de la crise, parce que la crise politique, elle entame même le progrès social, progrès en termes de développement. Et par rapport aux élections, nous avons eu l'accord de la Saint-Sylvestre pour essayer un peu de décompresser ce climat-là suite aux élections et voir comment aller dans des élections apaisées qui a donné lieu à la première alternance à la tête du pays où nous avons son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui dirige le pays en tant que président de la République. Et une nouvelle crise se pointe et nous avons les concertations nationales initiées par le chef de l'État. Vous, en tant qu'ambassadeur, est-ce qu'il est important que les Congolais et Congolaises puissent échanger, trouver des solutions à leurs problèmes? Alors, je pense que sur les questions politiques, le Canada a eu une position très cohérente depuis les élections. Même déjà, on était très engagés avec la communauté internationale avant mon arrivée, à l'époque des accords de la Saint-Sylvestre, qui avaient permis la décrispation qui a ensuite mené aux élections de 2018. Mais en ce qui concerne la situation actuelle, nous avons un positionnement qui est très cohérent depuis les élections de décembre 2018, qui est de dire la population congolaise a demandé un changement au niveau social, au niveau économique, au niveau de ses conditions de vie à travers ces élections. Le président Tshisekedi, lors de son assermentation au mois de janvier 2019, s'est engagé de manière très claire pour livrer ce changement en reprenant bien sûr le slogan du parti qu'il a hérité de son père, le peuple d'abord. Oui. Et la population le lui a rappelé d'ailleurs lors de son assermentation. Et donc on a toujours été constant de dire que le Canada était là pour appuyer le changement auquel aspirait la population congolaise. Et il est clair que s'il y a des acteurs qui veulent bloquer ce processus-là, il est tout à fait normal que le président de la République veuille trouver des moyens pour se sortir de ce blocage et trouver des solutions avec les autres leaders politiques pour avancer et pour livrer le programme sur lequel il s'est engagé auprès de la population congolaise. Monsieur l'ambassadeur, c'est pratiquement la fin de nos échanges. Avant de passer à vos vœux, parce qu'à très bientôt, on va se dire au revoir, mais pas un adieu, on va toujours se revoir. Il y aura toujours un moyen pour se revoir. Le trophée Mukendi Mbaye, vous avez participé 3 fois, 2 fois parrain. Oui. Quelles sont vos impressions avant que nous puissions nous lever pour que vous puissiez faire vos souhaits au peuple congolais et ainsi que présenter votre revoir à la population congolaise. Mais nous savons que ce n'est pas un adieu. Très bien. Alors le trophée Mukendi Mbaye, j'ai toujours été très impressionné par cette cérémonie. Pas parce que c'est vous qui l'organisez, hein, mais peut-être aussi quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été impressionné dans le cadre de ces trophées par la vitalité de la société civile congolaise, par la créativité des entrepreneurs qui ont présenté des projets. Et tout récemment, on l'a vu dans la dernière édition, au mois d'octobre dernier, le 2 octobre 2020, que les leaders de la société civile avaient trouvé des moyens très innovants pour lutter contre la pandémie aussi en RDC, la pandémie de Covid-19. Donc à chaque fois, j'ai été impressionné par le leadership des Congolaises et des Congolais. Et ce trophée est vraiment un moment important pour reconnaître les leaders de la société congolaise et pour avancer vers un Congo qui réponde vraiment aux aspirations de la population. Et la société civile joue un rôle très important. Ce n'est pas que le gouvernement, c'est la société civile, le gouvernement, le secteur privé, tout le monde ensemble qui avance pour un Congo plus beau qu'avant, comme on dit. Un grand merci pour votre implication. Excellence, à votre autorisation, on va se lever. Oui. Voilà. Excellence, vous avez mangé congolais? Oui, bien sûr. Vous avez aimé? Par Absolument. exemple, qu'est-ce que vous avez aimé? La chikwang avec du pundu, pas la chikwang tout seul, mais avec du pundu. Et toutes sortes de plats, le poulet mayo, bien sûr, qui est un classique, que certains de mes collègues apprécient beaucoup. Donc, toutes sortes de plats congolais que j'ai essayé. Bon, j'ai des allergies aux poissons, donc il y a certains plats que je ne peux pas manger. Le liboké, par exemple. J'ai mangé la version avec le porc et pas avec le poisson. J'ai goûté à une chenille grillée une fois, mais bon,
Je peux pas dire que c'était un plaisir particulier, mais c'était une expérience. C'était une expérience. Excellence, monsieur l'ambassadeur, vous vous êtes promené à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous avez aimé? Ben, j'ai beaucoup vu le Congo. Je suis allé à l'est, au sud, au centre, au nord, à l'ouest. J'ai fait une dizaine de provinces, notamment, je me rappelle un voyage assez formidable dans la province du Sankuru, qui est la province la plus enclavée de toute la RDC, avec un collègue et ami, l'ambassadeur de l'Union européenne, et Jean-Marc Chataignier. On a découvert une province formidable, avec une population très dynamique, malheureusement très très pauvre, mais qui ne s'arrête pas à la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a quand même une joie de vivre, il y a quand même une manière de survivre, et c'est très inspirant en fait. Par rapport aux langues, qu'est-ce que vous avez aimé dans les langues congolaises, le lingala, le kikongo, le tsholuba? Oui, j'ai essayé de me familiariser avec les grandes langues nationales, bien sûr en fonction des différents déplacements dans les différentes parties du pays. Ayant été à la francophonie avant, j'étais très soucieux de promouvoir la diversité culturelle, la diversité linguistique. Et pour la première fois à l'ambassade du Canada, on avait organisé des cours de lingala pour les diplomates canadiens. Donc pour moi, c'était un beau moment aussi de rapprochement avec les Congolaises et les Congolais, en montrant qu'on avait beaucoup d'intérêt pour leur culture, beaucoup d'intérêt pour leur langue. Et j'ai remarqué quand je communiquais quelques mots dans les langues nationales que la connexion s'établissait toujours beaucoup plus rapidement avec mes interlocuteurs et avec la population. Président du groupe des ambassadeurs francophones et la francophonie, un mot? Oui, bon, la francophonie, c'est un grand projet. La RDC, c'est le plus grand pays de l'espace francophone par sa population. Et j'ai été président du groupe des ambassadeurs francophones de février 2019 à septembre dernier, en 2020. Et on a fait beaucoup. J'ai parlé de la campagne des jeunes tout à l'heure, mais au-delà de la campagne, il y a eu aussi au moment des élections un accompagnement au niveau électoral, pour le suivi des contentieux électoraux, un accompagnement aussi sur le fichier électoral, l'intégrité du fichier électoral. Donc souvent la francophonie, on ne maîtrise pas trop ce que c'est, mais quand on regarde concrètement, il y a beaucoup d'actions extrêmement intéressantes dans les domaines de la démocratie, des droits de la personne, de la langue française, de l'éducation, de l'environnement et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Un mot sur votre staff que vous avez trouvé ici à Kinshasa et au Congo-Brazzaville, par exemple. Le staff? Oui, le staff, votre équipe. Oui, ben écoutez, j'ai une formidable équipe, très dynamique, une ambassade de 25 employés qui sont très très dynamiques, très engagés. Je les remercie pour tout leur travail. D'ailleurs, le lundi prochain, je vais accueillir une activité à la résidence du Canada pour les remercier. Mais ils font un travail vraiment phénoménal. Et nous, comme ambassadeurs, comme diplomates, on vient, on part, mais eux, beaucoup des employés locaux sont là pour assurer la continuité de la présence canadienne au-delà des années. Donc, ils font un travail formidable. Monsieur l'ambassadeur, sur le plan culturel, vous avez aimé la musique, les tableaux, qu'est-ce que vous avez aimé? Tout. La musique, les tableaux, la rumba congolaise, bien sûr, mais la rumba, je dirais qu'il y a beaucoup de rénovation et de nouveaux artistes comme Fally Ipupa, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que j'aime beaucoup, qui fait un travail aussi formidable avec sa fondation, qui s'implique sur les questions sociales. Et on a fait ensemble avec l'UNFPA et avec la Première Dame un gala pour la mobilisation de fonds pour la lutte contre la fistule obstétricale. Donc c'est un exemple concret où l'art, la culture s'engagent au service du développement social et humain. Et au niveau des tableaux, oui, il y a un foisonnement de tableaux, d'œuvres d'art en direct, de films. On a vu par le concours de chansons avec les jeunes francophones le talent des jeunes en action. Et souvent, celle qui a gagné le concours est une jeune Congolaise de moins de 16 ans qui a montré tout son talent par son engagement. Donc le Congo est un pays de culture, un pays de diversité, un pays très attachant et en 3 ans, on ne peut pas faire le tour. Hein. Évidemment, c'est un pays très vaste avec beaucoup de différentes cultures. On parle de 600 langues et dialectes. Et à chaque visite sur le terrain, que ce soit au Tanganyika, que ce soit au Lualaba, que ce soit dans le Haut-Katanga, au Sankuru, dans le Congo central, dans les Kivu, dans l'Équateur,
À chaque endroit, j'ai découvert des paysages extraordinaires et une culture et des gens très accueillants et vraiment formidables. Monsieur l'ambassadeur, c'est déjà la fin de notre entretien. Ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. Nous savons que nous allons toujours nous revoir. Un mot à la population qui vous a soutenu, que vous avez aussi accompagné. Un mot de revoir à la population congolaise qui vous suit à cet instant. Merci beaucoup donc à toutes et à tous, chères Congolaises et chers Congolais. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute, d'avoir été engagé avec moi autour de ces 3 années. Je quitte le Congo avec beaucoup d'émotion parce que je suis très attaché à votre pays, aux gens que j'ai rencontrés sur le terrain et aussi à Kinshasa. Vous êtes des gens formidables, très résilients, qui avaient traversé de très nombreuses crises, très créatifs, très engagés. Et je suis convaincu qu'avec tout ce qui s'en vient, vous allez pouvoir contribuer au développement économique et politique de votre pays. Un mot en particulier pour les femmes congolaises et les filles congolaises. Tenez bon, et les hommes, faites-leur davantage de place pour qu'elles puissent vraiment prendre toute leur place sur le plan politique, économique. Je trouve que les femmes congolaises sont vraiment très dynamiques, mais il faut que les hommes leur laissent un peu d'espace aussi. Donc, merci beaucoup pour votre accueil vraiment très chaleureux, pour votre amitié. Je pars du Congo avec un déchirement, c'est très douloureux. Et j'espère éventuellement pouvoir revenir un jour comme diplomate ou comme touriste. Et je vous remercie 1000 fois pour la qualité de nos échanges, pour l'accueil. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Matondo Mingi. Merci de nous avoir suivis dans ce programme Genre et Volontariat. Pour ceux qui nous ont suivis sur Kin 24 FM et Kin 24 Télévision, c'était là notre tout dernier numéro par rapport aux fonctions de son ambassadeur, son Excellence M. Nicolas Simard. Il est venu ici en République démocratique du Congo le 7 septembre 2017. Aujourd'hui, à peu près 3 ans et 2 mois, il repart. Nous le disons merci, au revoir. Ce n'est pas un adieu. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Matondo. Matondo.